Bonjour, merci. Alors, on commence. Notre table ronde ici, quand on faisait le brainstorm sur de quoi on voulait parler, on s'est dit il faut quand même que peut-être on mentionne l'IA, parce que peut-être il manquait de conférences cette semaine sur l'IA, quoique tu étais peut-être dans une déjà ce matin, je pense. Mais bon, avec l'angle plus spécifique de la scénarisation, on va le prendre de différents angles. Moi, je me présente rapidement. Jonathan Lessard, je suis professeur à Concordia. Design de jeu, c'est ma spécialité. L'intelligence artificielle, ça m'intéresse. J'ai commencé à travailler avec des chatbots il y a plus que 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que l'angle que j'ai pris avec les invités, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des réponses positives, et peut-être plus du point de vue de la scénarisation ou de la fiction ou de la narration interactive. Donc, on va aborder la question de l'intelligence artificielle plus dans l'angle de médias non linéaires, si on veut. Et parce que c'est un domaine... l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Quinn, que je présentais tantôt, le sait. Pour ceux qui sont en informatique, évidemment, ça date depuis longtemps, mais évidemment, là, on sent une vague beaucoup plus spécifique liée à l'IA générative. Puis comment est-ce que ces choses-là vont bousculer, permettre des nouvelles choses, apporter des problèmes par rapport à la fiction et la fiction interactive? Bien, évidemment, aucun d'entre nous, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais est probablement un expert ou a des réponses définitives. Donc, je voulais garder une formule ouverte et plutôt loose. Ouais, toi, peut-être. OK, tu donneras les réponses, le TLDR à la fin. Donc, l'approche va être simple. Je voulais que chacun d'entre nous se positionne, en quelque sorte, ou présente des trucs pour ceux qui ont des présentations, mais simplement dire... C'est quoi qui, par rapport à votre perspective, ce que vous êtes en train de faire maintenant ou ce que vous avez fait récemment, vous intéresse, vous bouscule, vous questionne par rapport à l'IA? Moi, je vais prendre des notes dans mon calepin, puis on va relancer les sujets qui ont peut-être le plus de traction. Et j'invite aussi, comme ça vous concerne, de vous lever, puis de contester, puis de frapper sur les choses qui font le plus mal. Donc, oui, je te présente. Donc, je vais faire une à la fois. D'abord, Sandra ici, Rodriguez, qui est créatrice, réalisatrice dans le domaine de XR, donc réalité étendue, augmentée, virtuelle, et intelligence artificielle aussi, qui a fait des très beaux projets et qui prépare des très beaux projets aussi, et qui va venir nous en parler un petit peu. Et sociologue des médias. Oui. Fait que bien. J'allais dire, je commence, on l'a dit, c'est ma punition, ça a pris tellement de temps juste de setter, donc on va commencer avec la présentation. Je pense qu'il y a un micro ici qui doit fonctionner aussi, super. Parfait. Je vais tourner ça. Je reconnais des visages, puis je suis vraiment très contente parce que, pour ceux qui me connaissent dans la salle, je ne viens pas de la technologie, mais je suis glissée il y a comme 15 ans avec mon grand bonheur. En fait, c'était mes doubles vies qui se joignaient. À la base, je suis réalisatrice documentaire. C'est là-dedans que je me dirigeais, un autre métier, pas d'avenir ni de salaire. Mais en documentaire, on demande souvent de scénariser un documentaire, ce qui est toujours très drôle, parce qu'on scénarise des rencontres probables qui n'auront probablement pas lieu ou pas de la manière dont on se l'imaginait, mais il faut être quand même capable d'écrire assez bien le plan de match de ce qui s'en vient pour qu'on nous finance le projet. C'est un atout, je pense, un don que j'ai peut-être gardé avec moi avec les nouvelles technologies. L'intérêt du documentaire, c'était aussi de partager nos expériences humaines. Puis ces expériences-là humaines, les affordances, on dit en anglais, il paraît que ce terme est accepté maintenant en langue française, mais donc les capacités inhérentes aux outils. Quand c'est le cinéma, c'est une forme de médium, mais il y a d'autres affordances qu'on ne touche pas toujours qui sont celles du corps humain. Donc avec le cinéma, on écoute, on regarde, mais avec les médias immersifs ou émergents, je voyais vraiment un potentiel de commencer à utiliser le corps. Je disais ce matin, l'autre panel, l'autre keynote qu'on faisait ce matin, c'était sur la danse. L'utilisation vraiment du corps, du mouvement du corps, tout ça, c'est des données, des data points qu'on peut utiliser pour alimenter des histoires, de la création, des interactions avec des univers. Puis pourquoi je vous montre un peu des images, comme on a peu de temps, j'ai beaucoup de vidéos, mais le but, c'est pas que vous les regardiez toutes, c'est juste d'alimenter un peu un univers visuel pour qu'on comprenne. Plus précisément, dans l'année dernière, c'était une grosse année qui était la culmination de beaucoup de projets de beaucoup trop longue haleine. Dans un cas, c'est un projet qui a duré très, très, très longtemps, Chomsky versus Chomsky. C'est une conversation avec un chatbot inspiré des traces numériques du célèbre professeur Noam Chomsky.
Puis l'idéation du projet a commencé en 2016. Avant de réussir à convaincre les gens qu'il y avait un avenir à démystifier l'intelligence artificielle, il était 2018. Avant qu'on se mette les mains à la pâte, il était 2020. Bref, vous me voyez venir, ça a pris énormément de temps, pendant lequel j'ai pu apprendre en faisant, pendant qu'une technologie se développait de manière fulgurante. L'autre projet que je vais utiliser aussi comme exemple, c'est Sexe, désir et data. C'est une exposition qui a eu lieu l'année dernière aussi, au Centre Phi, qui est une exposition de 2 étages sur l'inclusivité, des représentations et expressions et diversité sexuelle. Puis dans le cadre de Sexe et désir et data, là, encore une fois, on a eu des bonnes idées de comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de guider un public qui n'a pas tous les mêmes points d'entrée dans des conversations difficiles. Bien, peut-être qu'encore une fois, on pourrait avoir un chatbot. Dans un cas, le but, c'était d'avoir un chatbot. Dans l'autre cas, je n'aimais pas le chatbot, mais il a fallu que je le fasse pareil. Donc là, j'ai appris dans les 2 extrêmes aussi comment est-ce qu'on arrive à scénariser une expérience de cette manière-là. Je vais vous montrer le trailer de Chomsky vs. Chomsky juste pour qu'on se le mette en tête. Je ne vais pas le montrer au complet parce que le but, c'est juste de vous donner un aperçu. Et le trailer fait quand même 2 minutes, donc on n'a pas besoin d'écouter 2 minutes ensemble, mais juste donner un peu l'inspiration, un peu de ligne d'à quoi ça ressemblait, puis pourquoi Noam Chomsky. Je pense qu'on n'a pas de son. Tant mieux, je peux peut-être parler par-dessus. Donc, Noam... vous pouvez me lire. Je peux faire la voix en temps réel. Pour un petit doublage. J'ai un doublage en plus, hein, mais c'est bien. Mais le but, c'est vraiment ça, c'est qu'on entend parler beaucoup d'intelligence artificielle, on nous promet beaucoup de choses, mais pour le public en général, c'est encore un grand mythe. On en parle même d'une manière mythique, comme si c'était la météo. C'est inévitable, ça sera dans nos vies. On oublie que c'est une construction sociale, politique et économique. Puis ce sont des choix de société. J'aime beaucoup que Jonathan nous ait rappelé que l'IA n'est pas nouvelle. Aussi, je ne sais pas s'il y en a qui regardent des fois sur les médias sociaux, on nous dit « Ces enfants étaient des visionnaires. En 1950, ils imaginaient la vie d'aujourd'hui. » C'est pas parce qu'en 1950, ces enfants se l'imaginaient, c'est qu'elle faisait partie de l'aura de futurologie de l'époque qui était aussi basée sur les développements de la cybernétique des années 40. Donc, ça fait depuis les années 40 qu'on travaille à quantifier notre vie en données, puis s'assurer que cette quantification-là de données soit utilisée pour automatiser la majorité de nos tâches quotidiennes. Maintenant, comment ça se pousse d'une autre manière ou d'une autre, ça donne des choses comme ça. L'objectif de l'expérience, vous voyez un peu le visuel, mais je peux skipper, c'est parfait, c'était de le démystifier en permettant aux gens de jouer. Donc, on joue avec le matériel, on est capable de comprendre comment le système fonctionne, on interagit avec un chatbot. Comment est-ce qu'on construit ça, ce chatbot-là, sur les traces de Noam Chomsky? Puis, dans le sous-titre, mais je parle en même temps, fait que ça demande beaucoup d'attention de votre part à beaucoup de niveaux en même temps. En fait, dans l'expérience, j'expliquais pourquoi Chomsky, c'est un des intellectuels avec les plus grandes traces numériques libres de droit. Donc, dans les questions sur, on pourrait avoir un producteur, par exemple, qui reprend juste tout ce que quelqu'un a dit dans le passé et décide de se l'approprier. Noam Chomsky a donc un problème avec toutes ces bases de données libres de droit. Elles sont accessibles en ligne. Ça, ici, c'est la famille Chomsky nous a dit, si vous voulez des sources fiables, allez sur chomsky.info. Puis chomsky.info, c'est comme un Wikipédia de Chomsky. C'est-à-dire que ses fans à travers la planète, il y en a beaucoup, puis ils retranscrivent tout ce qu'il dit. Puis quand il y en a un qui l'a mal retranscrit, quelqu'un qui le corrige. Clairement. Clairement. Donc, ça devient comme une sorte de banque de données autocorrigée. Mais il y a aussi les traces de Noam Chomsky, donc ces archives qu'il a laissées à la bibliothèque du MIT, auxquelles j'ai eu accès pendant une couple d'années et de mois où j'ai commencé à regarder Chomsky le grand-papa, Chomsky celui qui garde ses petits-enfants, celui qui fait des tâches de café, celui qui aime pas, il se répète un peu, fait qu'il fait skip. Ça me donne beaucoup d'informations pour créer le personnage du Chomsky AI sur la base de Noam Chomsky. Puis là, je vous ai dit, c'est beaucoup d'images juste pour alimenter. Ensuite, il faut scénariser une expérience, mais ça se joue aussi à 2 niveaux. Une expérience qui est du UX design, qu'est-ce qui se passe quand, en parallèle dans le système, dans l'expérience, avec les données en parallèle, si on avait une composante, par exemple, mobile ou sur desktop, comment est-ce qu'on adapte notre projet? Et comment on scénarise un chatbot? Première réaction, beaucoup de gens avaient comme instinct un réflexe de dire « Mais là, c'est de la triche, ce que vous faites. Vous scénarisez votre chatbot. »
Puis là, je leur disais, vous savez, quand vous communiquez avec ChatGPT, c'est pas l'engin, c'est pas la machine. ChatGPT, c'est un chatbot scénarisé. Donc, sa manière de parler, de répondre, le style de limite qu'il a, comment il va répondre instinctivement ou pas éviter certains sujets, tout ça est scénarisé. Donc, au lieu de penser justement comment est-ce qu'on va remplacer des scénaristes avec des robots, en fait, il faut se rappeler que les robots sont scénarisés. Puis là, je vous mets juste en flash pour ceux qui veulent vraiment le détail, vous irez le chercher parce qu'il y a tout un blog sur comment on l'a fait. Mais notre chatbot, il y a la voix qui est enregistrée, la voix est transformée en données, donc en texte. Ce texte-là est analysé, puis après ça, on a une machine qui décide, OK, je vais te chercher dans des vraies archives parce que j'ai un match parfait, par exemple. Dites-moi, professeur Chomsky, comment définirez-vous votre métier? C'est une question qui lui a probablement été posée plusieurs fois en 65 ans de carrière et plus. Donc, on a des réponses presque match parfait. La question est presque parfaite avec la réponse parfaite. On a un match parfait. Mais après ça, on décline. Bien, quand c'est pas tout à fait parfait, il va chercher dans des réponses générées sur la base juste de Noam Chomsky. Puis tout le monde veut que je parle avec ChatGPT, mais non, ChatGPT, nous, c'était, là, c'est mon petit zoom, à la toute fin. En fait, si les 3 options précédentes n'ont pas marché, si tout a échoué, par exemple, quelqu'un a demandé Chomsky, où habitent les belugas? C'est pas une question qui a souvent été demandée à Noam Chomsky, puis j'ai pas de réponse similaire. Ou quelle est la hauteur du Kilimandjaro? Bien, on a encore une fois sorti une réponse ChatGPT, mais avant de la sortir tout cru, je trouve que c'est bizarre que tout à coup, mon personnage Chomsky qui parle comme Chomsky donne la hauteur du Kilimandjaro sans réflexion sur pourquoi la question. Donc là aussi, j'ai scripté ce qu'on appelle des poignées. Une petite poignée avant, une petite poignée après, qui dit « étonnant que tu veuilles me demander ça, c'est probablement parce que je suis une IA. Il y a peut-être une réflexion à se demander sur pourquoi tu veux que je connaisse tout, mais bon, semblerait-il que dans le web, il y a cette information. » Donc, une manière de scripter la réponse ChatGPT aussi. Là aussi, ce qu'il y avait, c'est que c'est une expérience qui vise à démystifier l'IA. Il ne faut surtout pas laisser les contrôles à l'intelligence artificielle. C'est une expérience d'un humain, moi, qui parle d'un autre humain, Chomsky, à d'autres humains qui sont mon audience. Donc, clairement, j'ai des monologues, comme j'en suis en train d'en faire un petit peu. Je vais essayer de rappeler ça plus vite, Jonathan, avec la limite de temps. Mais le monologue, c'est aussi ça, c'est de comprendre qu'il y a des moments où on guide l'expérience, on rappelle des points d'attention, puis c'est ce que j'appelle les « aha moments » en design d'expérience utilisateur. C'est des moments où tu peux jouer, ton cerveau pense à plein de choses en même temps. De temps en temps, tu as besoin d'une petite pause où tu fais « Ah, OK, je viens de catcher. Ah, je viens de comprendre. » Ces petites pauses-là, on avait toujours Chomsky qui faisait des monologues basés sur les vrais textes de Chomsky. Puis mon but, c'était de rester fidèle à la pensée de Noam Chomsky. Donc, le plus possible, rappeler ce sur quoi il incitait toutes ces années. Bien sûr, c'est subjectif, mais les linguistes ne sont pas d'accord avec les activistes sur qu'est-ce qui est le plus important dans son legs. Moi, je me suis basée sur ce que j'ai vu dans ses traces écrites aussi, ce que je vois qui revient. Puis étonnamment, là où il y a des gens qui détestent Chomsky et des gens qui l'adorent, là où je trouvais qu'il y avait un point de ralliement, c'est qu'il est vraiment inspiré par l'infini potentiel de la créativité humaine. Donc là, on parle à une machine. Il faut que la machine nous rappelle « Je suis juste une machine. Je fais juste ce que tu me demandes, puis je sors juste des clichés. » Donc peut-être qu'il faut que tu penses à toi. Donc mes monologues servaient surtout à ça. Puis là, je vous montre juste des petits exemples comiques, parce qu'on pense... Il y a un nouveau titre qu'on appelle des prompt artists. Puis je suis cynique, parce qu'ils ont le droit de s'appeler des prompt artists, ou engineers, ou architects. Ils veulent valoriser le travail qu'ils font, puis c'est tout à fait louable. J'ai juste été étonnée d'à quel point les prompts, c'est pas juste une manière de scénariser son chatbot, c'est pas juste une manière de lui donner un ton, c'est un super outil de sociologie des technologies. Parce que c'est comme des loupes sur les clichés de nos sociétés, mais aussi une fois qu'on a ouvert cette porte-là, elle se referme plus. Fait que je vous montre par exemple, Chomsky, à un moment donné, était toujours très poli, il est basé sur il peut être pédant, arrogant, contrarian, on dit en anglais, toujours opposé, mais il reste poli dans ses réponses. Puis à un moment donné, il s'est mis à traiter nos utilisateurs de imbecile, foolish, dimwit, simpleton, pinhead, a dare say. Là, je me suis dit, coudonc, non seulement il insulte, mais avec un anglais très élégant. D'où ça sort? Puis on n'arrivait pas à comprendre d'où ça venait. Ça ressemble à ça, un peu tout un prompt de la personnalité de Chomsky. Comment, c'est pas, tu sais, ça prend plusieurs lignes de nuances, là.
Puis à un moment donné, j'ai remarqué, oh, j'ai écrit « never uses foul language », mais c'est moi qui suis une francophone qui écrit en anglais, puis j'ai pas écrit « bad language » parce que ça me paraissait trop simple, j'ai essayé d'écrire bien en anglais, puis en écrivant bien, j'ai utilisé le mot « foul » qui est très vieil anglais et peu utilisé, donc il a été chercher foul language, et probablement qu'il tombe dans des archives de foul language, bad language, tel que déclaré en 1800 quelques. Donc, il y a des dimwits, des simpletons, puis des daresay. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi ils insultent in the first place, déjà? Puis, ben, c'est parce que, avec nos collègues allemands, parce que c'est une coproduction, à un moment donné, on dit, faudrait quand même pas qu'ils s'irritent. Donc, on a écrit, Chomsky's polite even when irritated. C'était la phrase qui précédait le never uses foul language. Donc, il a commencé à être irritated. Donc, tout ce qu'on écrit, après ça, on a beau l'effacer, ça reste. C'est des nouvelles portes qu'on a ouvertes. Sexe, désir et data. Donc, complètement un autre sujet. Donc, ça aussi, je vais vous le passer rapidement. Je vais même passer le trailer. Le but, c'est juste de comprendre que c'est une expérience sur 8 étages. On veut guider notre public. Et avec le Centre-Phi, on s'est dit, si on avait un chatbot dans la poche, très bonne mauvaise idée. J'ose le dire parce que le projet est fini. Mais tu sais, si on avait un chatbot dans la poche qui permet au public qui n'a pas envie d'engager avec certains sujets de se replier sur son téléphone et ou qui a bien des questions de sortir son téléphone. C'est super. Ça fait aussi que tu ne regardes pas beaucoup les œuvres parce que tu as tout le temps les yeux rivés sur ton téléphone. C'est un peu l'ironie de la chose. Mais si je vous montre rapidement comment ça fonctionnait, on choisit un pseudonyme. Je suis vraiment désolée, mais l'avant-midi, comme ça, en pleine semaine, pourquoi pas? Fish and Teddy Bear, par exemple. Là, je voulais vous montrer la version en anglais parce que c'est celle que j'ai filmée. Il y avait une version en français québécois. Puis donc, je vous montre juste comment ça échange parce que, bon, par exemple, pour expliquer un peu le backbone de ça, là, j'écris « Hi, Max ». Je vous laisse le regarder. « So cool that you're my match ». Ça, c'est scripté. « What are you doing right now ?» C'est aussi scripté. Testing you in front of an audience. Pas scripté? OK. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Faudrait que je fasse accélérer. Il prend un peu de temps parce que là, il n'y a pas de réponse scriptée, fait qu'il faut qu'il y ait OK. Puis plus je continue, je fais OK, sure. Donc, il m'amène dans des directions. Petite cuillère ou grande cuillère au lit. Ça, c'était scripté. Puis je fais pardon. Je sais que c'est quoi la suite, mais je demande quand même. OK, il y a quelque chose d'important à me dire. Et là, je m'attendais... Your whatever shape fits perfectly into our cozy love sandwich. In my opinion, it's everything in the drawer of nothing at all. Fork, whisks, potato peeler, you name it. J'ai fait, wow, cette réponse-là, je m'y attendais pas du tout. Donc, je continue pour vous montrer que l'introduction qu'on a vue, c'est cette partie-là. Donc, ça devient compliqué. Comment est-ce qu'on scénarise? C'est pas juste du texte, on scénarise des possibilités. Donc, on se dit, si je dis, par exemple, je sais pas, t'es qui toi? Donc, le chatbot, surtout, il faut le développer pour qu'il analyse la question est par rapport à quoi. Donc, peut-être qu'on revient sur un sujet d'avant qui était qui es-tu? Ou peut-être qu'au contraire, on avance. Il faut qu'il évalue, c'est pour ça que des fois, il prend plus de temps que d'autres. C'est quoi le sujet de la conversation? Mais il y a des scripts. Puis là, il y a des gens qui me disent encore, tu triches. Ça, c'est une scénarisation en branche. Tu triches, je fais, ben, si on fait un close-up, on a du GPT-3 qu'on utilisait à l'époque, par exemple. Donc, si la personne ne répond pas en 30 secondes, parce qu'il n'a pas envie de me parler, si j'ai posé une question, puis ça fait 30 secondes, puis tu n'as pas regardé ton téléphone, j'ai peut-être pas envie de continuer la conversation. Ou si je réponds n'importe quoi qui n'est pas une réponse plausible, c'est que j'ai dévié de la conversation. Si j'ai répondu, par exemple, « Que fais-tu en ce moment? » J'avais plein de branches qui se mènent à ça. Ou ça peut être « Travail multitask »,« Je travaille à » ou des différents choix de réponse. Ben le n'importe quoi, par exemple, j'essaye de dévier la question. On rentre un GPT juste en parenthèse, juste en sandwich qui permet de connecter deux solutions possibles, puis il change de sujet. Ou par exemple, si ça fait 30 secondes qu'il ne me répond pas, on dit « Dis, t'es encore là? »
Puis on testait si ça faisait vraiment plusieurs fois qu'il ne te répond pas, mais il n'a pas envie de parler, arrête de l'énerver. C'est un peu ça l'idée. Mais l'idée de la scénarisation qui n'est pas remplacer des scénaristes, même au contraire, c'est de les rajouter. Tout ça, moi, j'ai beau penser à des grosses cuillères, petites cuillères, c'est pas de tes affaires, blagues sur les cuillères, je comprends pas, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la cuillère, je change de sujet. Chacune de ces itérations-là ne sont pas parfaites. Puis moi, j'ai comme une branche que je vois ou de possible. On rajoute des possibilités GPT à travers ça, d'autres possibilités qu'il faut repenser. Mais somme toute, j'ai aussi une équipe de scénaristes. J'ai insisté sur ce projet-là. Mon conjoint est scénariste, c'est ça que je disais au début. Puis je me disais, c'est pas vrai que ChatGPT va remplacer ces rôles-là. Ça a tout changé. Donc, j'avais quelqu'un qui écrivait en anglais, quelqu'un qui écrivait en français, puis quelqu'un qui venait de l'humour, qui faisait des meilleures blagues. Parce que c'est pas vrai que ChatGPT fait des bonnes jokes. Non! Mais là, ça devenait pas mal, parce que tout à coup, on avait... Quand je dis ça, c'est tous des tests possibles, tu sais. Des fois, il part dans des affaires qu'on sait pas, et vraiment, là, t'es impressionné, mais c'est pas nécessairement parce que le chatbot est très drôle. Comme j'ai dit, tu chantes, il me dit, j'écris des chansons, j'aime les mots qui riment, j'aime les phrases qui sonnent justes, j'aime leur façon de faire vibrer mes nerfs d'aluminium et de donner la chair de poule. Ça, c'est purement ChatGPT, mais ChatGPT qui a été scripté et prompté avec des attaches et des scénaristes qui travaillent à penser son personnage. Par exemple, moi, j'avais jamais pensé d'aller dire que c'est un fan de Dolly Parton. Ça aiderait à rendre notre personnage à la fois bienveillant, mais un peu coquin. Ça, j'aurais pas pensé, mais de définir mieux ses personnages aussi. Donc, je vous montrais juste que des fois, les conversations pouvaient devenir un peu trop scriptées. Donc là, on sentait un peu le chatbot. Puis des fois, c'est le contraire. Donc, je m'excuse encore pour les oreilles chastes dans l'audience. Mais tu sais, as-tu un chandail favori? J'ai juste insisté sur favori. Puis il me dit favori, comme en français. C'est quoi ton truc, le foot, la guimauve, les hot dogs ou les gros seins? Là, j'ai dit, waouh, ça, c'est ChatGPT. Il n'y a aucun lien entre ces... Bien ça. C'est rigolo, là, c'est un peu choquant, mais j'ai juste fait favori. Moi, j'insiste sur le mot favori. Puis il me dit, ah, j'aime l'humain que tu es. Tu me fais un peu penser à moi, c'est sûr, mais visiblement, il ne connecte pas avec le mot favori. Il n'a pas compris. Donc, je conclus là-dessus, parce que je savais que j'avais beaucoup de vidéos puis de présentations pour mettre la table. Mais en fait, je trouve surtout que quand on nous parle de nos technologies, on a l'impression qu'on nous les vend comme une panacée. Donc, à la fois, on y résiste comme une proposition de panacée. Puis, là où vraiment il y a un terrain de jeu propice, c'est que nos technologies révèlent ce qu'on choisit de privilégier dans les traces qu'on laisse comme humains, qu'elles soient numériques ou réelles. Il y a énormément de limites. On n'arrête pas de nous vendre les promesses. Moi, je dis, regardez donc les limites, puis essayons de regarder dans les limites pas comment les améliorer puis les cacher, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire ou en apprendre. Puis finalement, mais c'est surtout, on vise surtout à faire vivre des expériences d'un humain à un autre humain. Là. La machine, nonobstant ce qu'on en dit, ne vit pas le plaisir du scénario qu'elle interprète. Donc, justement, ce plaisir-là, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'il ne faut pas le perdre? Parlons-en, parce que c'est maintenant ou jamais qu'on nous vend les promesses puis qu'on les avale ou pas. Donc, merci. Merci. J'aime bien qu'on se termine sur le plaisir. Si vous me permettez de faire un peu les MC, j'aimerais te passer la POC, Pascal, parce que je sais qu'à Urbanoid, les projets que vous avez faits, c'est beaucoup ça, des chatbots avec un peu de scripting, de l'entraînement sur des données, tout ça. Donc, je vous présente ici Pascal Meder, c'est comme ça que tu le prononces, qui est directeur de Urbanoid, une firme qui fait des expériences fondées sur l'intelligence artificielle, mais aussi la géolocalisation. Et puis, on a collaboré sur des projets qui sont en cours. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure tu veux nous en parler, mais je te passe les micros. Est-ce que tu veux mettre sur la table? Merci. Je ne vais pas être aussi éloquent que Sandra, mais c'est pas tirer mon micro. Donc, merci.
merci. Donc, comme tu le disais, je dirige Urbanoid, une compagnie spécialisée en intelligence géospatiale, ce qu'on appelle en anglais le Location Intelligence. En gros, on développe des systèmes qui analysent les coordonnées spatio-temporelles dans le monde physique, et passé, présent et futur, puis on les rapporte, ces données, dans un monde virtuel pour des applications multiples, que ce soit en communication, gaming ou publicité. Donc, peut-être que je peux faire un petit retour, parce que j'ai parlé à Isabelle tout à l'heure, puis elle m'a dit que l'enveloppe de ce projet, de ce colloque, c'était cartographie et scénarisation. Et nous, c'est très lié donc au lieu, tant spatial que temporel, aux coordonnées tant spatiales que temporelles. Et je vais peut-être faire un retour aussi sur mon background. Donc, avant de diriger Urbanoid, j'ai été pendant une vingtaine d'années producteur de films. Donc, j'ai dirigé une compagnie de films. Et avant ça, j'ai été co-fondateur et co-membre d'une troupe de théâtre qui faisait du théâtre dans des espaces trouvés sur le boulevard Saint-Laurent pendant la crise économique, si on veut, ou des années 90, où il y avait beaucoup d'espaces vacants. Fait qu'on prenait ces espaces, puis on faisait on adaptait, donc on créait des pièces de théâtre avec du cinéma, des films, tout ça dans la pièce, mais pour des lieux spécifiques. Donc, j'ai voulu peut-être revenir à ça avec Urbanoid, donc revenir dans le monde réel, dans le monde physique, plutôt que le cinéma. Et petite histoire courte, je voulais donc lancer Urbanoid pour lancer un projet qui s'appelait Episodia, puis qui était basé qui était un monde fictif ou fictionnel, qui avait comme ossature Wikipédia, mais qui était donc un monde fictionnel qui se passait un peu partout dans le monde et épisodique. Et je me suis dit, mais on va le produire. Donc, on a développé ce projet épisodique de 36 épisodes, puis on s'est dit, on va le produire en VR. Puis avant de le produire, je me suis dit, je vais faire un dernier voyage. J'ai fait le tour du monde en moto. Donc, en voyant donc, le monde défiler devant moi via un casque de moto. Puis, quand je me suis assis avec mes associés pour lancer donc, la compagnie de VR, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui manque dans le VR. Puis c'est là que j'ai lancé Urbanoid pour faire plutôt une compagnie de réalité étendue, AR, MR, XR. Et parce que je sentais le besoin de faire le lien entre une technologie et le monde physique. Donc, notre utilisation de l'intelligence artificielle, pour revenir à ça, a commencé avec le développement d'agents conversationnels personnalisés pour une application de messaging spatio-temporel. Donc, la particularité de ces chatbots, c'est qu'ils sont en mesure d'intervenir dans une conversation, c'est-à-dire soit de l'initier, soit d'y répondre en tenant compte du contexte spatio-temporel de cette conversation. Donc, certaines se passaient dans le présent, d'autres dans le futur, ou puis d'autres il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, la particularité de ces bots qu'on avait développés, c'était de pouvoir s'adapter au contexte, ce qui était très important pour nous. Donc, le contexte spatial, donc le lieu où la conversation se déroulait, et aussi la temporalité de cette conversation. Donc, de là, avec la même équipe de spécialistes de machine learning et de NLP du département de génie informatique de Concordia, on a développé des chatbots toujours liés au contexte spatio-temporel, mais qui, dans leur cas, étaient entraînés à partir de Wikipédia et qui personnifiaient des personnages qui avaient déjà un article Wikipédia. C'était pour une application universelle de tourisme urbain qui permettait des visites, des parcours aléatoires dans une ville guidés par des personnages historiques. Par exemple, en passant, devant le Carré Saint-Louis, Émile Nelligan nous aurait interpellés et nous aurait guidés jusqu'au boulevard Saint-Laurent, puis Leonard Cohen aurait repris le flambeau pour nous guider dans un autre endroit. Donc, c'était un peu ça, c'est un genre de Midnight in Paris propulsé par l'intelligence artificielle. Puis finalement, je pense que ce qui nous lie le plus au sujet d'aujourd'hui, c'est un projet qui s'intitule Follow the Rabbit.
Il s'agissait d'un jeu de réalité étendue dans lequel les participants entraînent eux-mêmes leurs avatars via des conversations formatées au cours des premiers niveaux du jeu, permettant de former leurs clones, qui pourront ensuite être dispersés de manière autonome dans l'univers du jeu. On a donc des chatbots qui sont entraînés via un apprentissage de renforcement hyper personnalisé. Donc, dans tous les cas, une des préoccupations qui nous occupe beaucoup, c'est la source d'entraînement de ces bots, de bien la cibler, que ce soit sur Wikipédia ou que ce soit le personnage lui-même, c'est-à-dire l'utilisateur lui-même qui entraîne son bot pour qu'on n'ait pas des réponses génériques. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ce qu'on fait, puis j'en ai moins à dire que toi, mais je répondrai bien à des questions plus tard si c'est le cas. OK. Ben, merci beaucoup, Pascal. Stéphanie? Oui. Alors, je vous présente Stéphanie avant que... Ouais. Juste à la droite de Pascal ici, Stéphanie Bouchard, jusqu'à tout récemment CEO de Stockholm Syndrome. C'est une compagnie qui rendait des services et faisait du middleware, donc des solutions logicielles d'intelligence artificielle. Pour les jeux spécifiquement, ou est-ce que vous aviez entendu... Dans le fond, on avait des clients qui étaient, mettons, soit en publicité ou en psychologie, en recherche. Puis on essayait aussi de faire du pro bono, justement, pour les centres de recherche pour pouvoir contribuer ce que Jeu sait faire pour des gens qui essaient de supporter des vrais humains. Parce que des fois, ils ont besoin de faux humains de pratique pour aider des vrais humains. Fait qu'on avait des clients en simulation ou en autre chose autour. Okay. Mais dans le fond, la plupart de nos clients, ceux qui étaient peut-être les plus lucratifs, étaient en jeux vidéo. All right, merci. Intelligence artificielle. Yes! Fait que dans le fond, j'ai commencé ça fait 18 ans que je suis un développeur de jeux. Là-dessus, ça fait 9 ans que je me suis spécialisée comme game designer en intelligence artificielle. Fait que quand vous jouez un jeu, il y a des règles de jeu. L'objectif, généralement, c'est de gagner ou d'éviter de perdre, un des deux. Puis, dans le fond, il y a des règles de jeu qui sont un peu intangibles ou en lien avec de l'argent ou avec des objectifs qui sont physiques dans l'espace. Il y en a d'autres qui sont en forme d'humain. Fait qu'on a tous déjà joué avec ou contre l'ordinateur. Généralement, c'est des personnages, mais il y en a aussi qu'on fait juste les entendre, mais ils n'ont pas de corps physique. Ou tu sais, des fois, c'est comme, tu sais qu'il y a quelqu'un qui joue aux échecs contre toi, mais il n'y a pas de personnalisation. Mais dans le fond, ce qu'on veut dire par personne en jeu ou jouer contre l'ordinateur, c'est j'affronte ou je coopère avec une heuristique, genre une prise de décision qui va être artificielle. Dans ce sens-là, qu'est-ce que moi je fais au quotidien ressemble beaucoup à la robotique. La robotique, c'est des shells de bouts de mécanique, puis de plastique, puis de trucs qui sont attachés ensemble avec des petites pentures. Puis tu as un petit ordinateur assis au milieu qui tire sur des petits câbles, puis ça fait avancer le petit robot ou peu importe. Fait qu'on a tous vu Terminator, on a tous peur un peu, yes, OK. Fait que dans le fond, nous, on fait la même chose, mais pour le jeu vidéo. Fait qu'on a des petites popettes faites en pixels, avec des voix d'acteurs qui ont été enregistrées, fait qu'ils ont un petit micro dans leur bouche. Puis ils voient pas avec leurs yeux. Les yeux qu'ils ont dans leur mèche, c'est comme deux boules vides qui font rien. Fait qu'ils ont des petites constructions mathématiques, fait que c'est l'équivalent d'avoir un bâton tapé dans le front comme ça. Puis quand mon bâton touche quelqu'un d'autre, je reçois des petites informations qui disent genre ça c'est Pascal. On sait que Pascal est peut-être un homme, puis on sait que Pascal mesure tant, puis on sait que Pascal a un gun dans ses poches. Fait qu'il faut pas faire confiance à Pascal. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est de créer des situations où est-ce qu'on dit en jeu vidéo que les personnages non-joueurs, ou en anglais les NPC, les NPC sont l'expression du lore de votre jeu. Fait que dans le fond, toutes les informations qui construisent cette espèce de fake culture, des gens qui populent le jeu. Dans le fond, chaque petit NPC, leur job, c'est à la fois de divertir puis de sacrer une volée aux joueurs, mais aussi de rendre le monde vivant de par le fait qu'ils disséminent de l'information autour du joueur, puis de qui ils sont comme personne jusqu'à un certain point. Fait que là, dans le fond, il y a une grosse partie de ça qui se fait de façon traditionnelle, qui n'utilise pas le machine learning. Fait que dans le fond, quand nous, les game designers, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde « Ah, le jeu, il joue comme ça. Le joueur, on veut qu'il soit forcé à apprendre ces choses-là ou on veut qu'il relève ce genre de défi-là. » Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des petits bonhommes qui vont vous forcer ou vous pousser vers ce genre de trucs-là. Puis là, éventuellement,
ma firme à moi faisait du consulting. Fait ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait avec des studios. Ils venaient nous voir. C'était comme, bonjour, on essaye de faire des méchants. Ils ne sont pas suffisamment méchants. On était comme, OK. Fait que là, on regardait leur jeu, puis on voyait le pas de temps puis le pas d'argent qu'il y avait. Fait qu'on faisait une solution custom par rapport à ça. OK, on a une entente, puis là, on réparait des choses pour eux. Fait que ce qu'on a appris, c'est que l'humain est très en amour avec le concept d'être humain. Dans le sens où est-ce que la façon dont on fait des pas vraies personnes, c'est qu'on prend des genres de stratégies qu'on découpe en petits morceaux. Puis là, à chaque fois qu'on joue un morceau, puis là, le petit bonhomme, il s'en vient, il dit « OK, fait que je suis en phase de combat, fait que je vais venir me mettre à côté du joueur. » Je suis assez proche? Non, OK, j'avance. OK, je suis assez proche. OK, je vais prendre coup de poing. OK, là, il fait un coup de poing. Fait que quand tu regardes son comportement sur 5 minutes, ça donne l'impression que c'est un petit personnage qui avait une stratégie, il s'en venait de chercher toi, puis là, il savait qu'il fallait qu'il se positionne puis qu'il donne une volée. Mais c'est pas vraiment vrai. Fait que, généralement, quand on travaille avec des clients, ils ont des espèces de concepts très compliqués de ce qu'ils essaient de simuler dans le processus d'être un humain qui pense. Généralement, ça fonctionne pas. Ou ça se lit pas bien. Dans le sens, tu sais, si on imagine qu'un personnage de jeu, c'est un peu comme un fil de téléphone que tu branches dans une prise, l'information que tu veux passer à ton joueur versus mettons, si on prend c'est comme afficher du 8K sur un écran de Tamagotchi. C'est beaucoup d'informations que quand le joueur il regarde ça, il fait « OK, mais ça pourrait être 56 raisons différentes de pourquoi ça c'est en train d'arriver, fait que je sais pas ce qui se passe. » Puis je comprends pas ce que tu es en train de penser dans ta tête, fait que je comprends pas comment moi je devrais réagir. Panique. Fait que si je vous donne un exemple de ça en concret, quand je travaillais sur Far Cry Primal, on a eu, puis mes amis, à ce moment-là, moi j'apprenais à être un designer en IA. Puis mes amis me disaient, OK, fait qu'on s'en va en playtest, ça veut dire qu'ils ont pris des gens sur la rue, ils les ont mis dans une pièce, ils ont dit jouez le jeu, on va vous donner de l'argent, ils ont dit oui. Fait que là, on arrive là, puis on est en arrière tu sais, les miroirs là, à one way, là, comme les. Ouais, on a ça. Fait qu'on est là, puis on a nos petits écouteurs, puis on regarde les joueurs jouer, puis on reçoit des mauvais reviews horribles. Puis là, je regarde mes amis, je fais on a tout échoué. Puis ils me disent non, attends. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas encore rentré les animations où est-ce que les NPC regardent dans les yeux du joueur, ils n'ont pas encore de réaction à la douleur. Fait que, tu sais, puis tous les trucs, tous les marqueurs de changement d'état qu'un humain va comme checker un autre humain, les humains sont les interfaces préférées des humains, est-ce qu'on aime les humains? Fait que, dans le fond, quand ils regardent ça, eux autres, ce qu'ils voient, c'est qu'ils tirent dessus, puis le gars continue à marcher vers eux autres, puis tu sais, il regarde pas, puis il est capable de, tu sais, en regardant ailleurs, il est capable de juste le prendre comme ça. Fait que, tu sais, lui, il se dit, mais le joueur, il se dit, mais je savais pas qu'il me voyait, je comprends pas. Fait que mes amis m'ont dit, OK, attends, les animations rentrent cette semaine, on va faire un playtest la semaine prochaine. On n'a rien changé mathématiquement en dessous, tous les prises de décision, tous les trucs étaient les mêmes. Mais on a eu des reviews de 4000%, l'IA a augmenté de toutes les façons possibles. Clairement, ça fait tout ce que ça faisait pas avant. Puis au final, c'était vraiment juste des humains qui étaient comme, OK, fait que je comprends ce qui se passe parce que je suis capable de te lire. Puis au final, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qu'on faisait en traditionnel. Fait que là, machine learning, ce qu'on faisait avec on a vu que nos clients échouaient tous à peu près de la même façon. Puis là, on s'est dit, peut-être que si on était capable d'utiliser machine learning pour identifier les motifs dans leur jeu, c'est quoi d'être un joueur ou d'être un humain, peut-être qu'on serait capable de créer des petits bouts de cerveau de base, puis on pourrait leur fournir un outil qui pourrait venir paramétrer des trucs par après. Un peu comme tu disais avec ton chatbot, mais au niveau décisionnel. Fait que, dans le fond, on a essayé de faire ça. Puis on a appris plein de choses parce que, dans le fond, la machine, quand tu la fais imiter des humains, arrive avec des concepts très intéressants, un peu proches, mais aussitôt que tu lui demandes de improviser ou faire des choses de par elle-même, ça devient très erratique puis un peu étrange. Il y a des façons d'en faire la curation, mais ça prend beaucoup de temps puis ça devenait un modèle qui était peut-être pas business-wise intéressant. Puis on a essayé l'inverse, on a dit, OK, mais ça, on fait juste les lâcher lousses pour voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Puis ce qu'on a appris, c'est un peu, tu sais, je sais pas si vous avez vu, il y a eu beaucoup de documentaires qui sont sortis sur AlphaGo, puis tu sais, les trucs, genre justement de machine learning, reinforcement learning en jeu. Fait que ce qu'on a appris de ça, c'est que
la machine apprend exactement pas comme un humain. Fait qu'un joueur qui apprend à jouer un jeu, la gradation de comment un humain apprend pour devenir bon, la machine fait exactement pas ça. Puis la machine a l'air idiote pendant vraiment, vraiment longtemps, jusqu'au point où est-ce que elle godshot tout le monde. C'est comme ça devient vraiment super intense. Fait que, puis le discrepancy, le moment pour identifier puis être capable de trouver des poignées pour nous empêcher de faire ça, ça n'a pas fonctionné tant. Fait que, mais on a appris plein de choses, par exemple, parce que jusqu'à un certain point, la technologie est un Black Mirror de la vraie vie. Notre moment préféré avec mon équipe, c'était on a lâché des agents dans des petits donjons pour qu'ils apprennent à tuer des monstres. Puis là, c'était un de nos premiers parcours où est-ce qu'on avait balancé les récompenses, parce que tu les envoies dans le truc, puis c'est un peu comme le jour de la marmotte. Ils revivent une journée d'horreur horrible, où est-ce qu'ils meurent sans arrêt, horrible, horrible. Puis, dans le fond, tu as des récompenses quand ils ont des actions qui sont désirables, puis tu as des punitions quand il y a des actions qui sont moins utiles. Fait que là, on lâche notre doute, il procède, puis là, on le laisse rouler toute la nuit, on revient le lendemain, puis on regarde ça, on fait « OK, go », on va te regarder jouer, puis on réalise que notre pauvre petit monsieur, il se pointe dans son donjon, ramasse le gun, rentre, puis il s'en va se placer en avant d'un ennemi pour se faire tirer. Puis là, on est comme, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je regarde le gars qui avait balancé les récompenses. Le gars me regarde. Puis là, on est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse ça? Puis là, on regarde l'output mathématique de qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ce qui se passe un peu dans sa tête en ce moment, puis c'est pas un vrai humain, il ressent pas des choses, c'est la vie fait mal, il faut interrompre la vie immédiatement, le plus vite possible, je vais mourir. Parce que dans le fond, ce qu'on avait fait, c'est que les actions positives enregistraient pas assez positives versus le temps qui s'écoule qui coûtait trop cher. Fait que chaque minute était perçue comme un moment meaningless où est-ce que genre ça sert à rien puis c'est juste long puis il y avait pas de façon de s'en sortir. Fait que cette journée-là, on a créé la dépression en laboratoire. Fait que c'était super intéressant. Fait que tu sais, pour moi, c'est ça. Les personnages digitaux qui ont un potentiel d'être des virtual beings, qui ont un potentiel d'être des digital actors dans le futur, c'est super intéressant. Ceci dit, puis là, il y a comme l'IA génératif aussi à côté de ça, parce que ma forme d'IA à moi n'est pas trendy en ce moment, là, c'est pas cool, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans le fond, ma forme d'IA plus l'IA générative nous ouvre des portes pour faire du prototypage plus rapide, pour faire des choses qui dans le futur, vont améliorer la qualité de vie des développeurs. Les développeurs ont tous très, très peur en ce moment. Ça va être correct. On va être des équipes moins grosses à travailler sur plus de projets différents. Puis on va continuer à faire de l'argent, puis ça va continuer à être correct. Mais il va falloir qu'on réapprenne une couple de trucs. Mais... De quoi? Ben oui, puis tu sais, une fois de temps en temps, mes anciens collègues des plus gros studios me ramènent pour faire « Ben là, qu'est-ce que t'en penses? » Parce que ma vision de l'industrie n'est pas la même que eux. Puis je pense qu'on en vient toutes à la même conclusion que dans notre cas à nous, ce qui nous a limités pendant longtemps, c'est que dans un contexte où est-ce que t'es dans une pièce, puis il se passe de quoi, il y a une mission, puis là, ton creative director, il fait « Puis là, le NPC, il ramasse la tasse dans ses mains, puis il prend une gorgée. » Juste ça, là, c'est comme 50 000 $ de plus, parce qu'il faut que je ramène un acteur, qu'on le fasse voler à travers... Puis là, on met des petites boules blanches dessus, puis là, on lui fait faire un mocap comme ça. Tu sais, les creative directors, ils pensent que c'est comme un humain digital qui sait comment être un humain, alors qu'un NPC, c'est une coquille vide qui joue l'anime que tu lui as demandé de jouer, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que les NPC seuls, super intéressant. NPC, comportement en groupe, un autre canne de désastre. Fait que peut-être qu'on peut parler de ça à un autre moment donné. Si vous avez des questions, ou peu importe après, ça va me faire plaisir aussi. Ah oui, tu peux pas comprendre. Fait que les systèmes émergents, canne de désastre. Fait que oui. Puis pour nous, ce qu'on tire pour le jeu vidéo généralement, en tout cas dans mon expérience, c'est que machine learning, surtout pour generative AI, nous apporte beaucoup de problèmes avec pas full de solutions. Fait que des nouveaux problèmes avec pas beaucoup de solutions. Fait que ça serait ça mon statement. All right. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, permettez-moi de vous présenter Quinky Bartas, qui est cofondatrice de Emoji Studio, un studio, ça fait maintenant 2 ans à peu près. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle comme co-directeur de thèse sur un sujet de de interactive generative storytelling, en tout cas de narration
procédural, basé sur la théorie des mondes possibles en informatique. Et voilà. Is that okay? Couldn't be presenting in English, Here we go. but she can understand questions, or I can translate. Yes, hello. As Jonathan mentioned, my name is Quinn Kabardis. I'm the co-founder and tech director currently at Studio Mugi, a studio that specializes in games that feature an element of storytelling, based out of Montreal and Quebec. And it's been about 2 years, and we're still ongoing with the project, so I can't talk too much about that in particular. What I'll talk about more is the work I did before, which was in academics for about 13 years. I think I operated in academia. Yeah, I'm still recovering. So I guess I could say I worked in probably 3 different areas, all of which related to storytelling, various forms of AI or simulation, not necessarily machine learning. So we'll start with one that was done in collaboration with the Technical University in Delft, which I would say I was involved in a form of story understanding and authorship. So the premise of it was a narrative exposure therapy virtual agent. There being a problem in the Netherlands as well as globally with certain people in certain contexts of post-traumatic stress disorder not feeling comfortable seeking treatment or advice, either because of public perception or because of personal perception. The 2 that were identified as highest risk were childhood sexual assault and war trauma. So we developed a system which had a virtual agent that could lead a basic constructive form of therapy where you tell the story of your life, which includes both traumatic events and non-traumatic events. And it can be told in any ways because the nature of post-traumatic stress disorder is through triggers, which can be things like memories of the actual events, but even things such as certain objects that were present at the time, certain music, certain lighting. It could be pretty much anything. The brain, of course, is just a big melting pot of stimulation. So anything that gets sort of associated with that can be associated with an event. So that's why this looks quite confusing here. This is a virtual diary that is based on allowing as many possible different visualizations or memories as possible about different events in someone's life. It could be notes, words, colors, locations, and then what I was working on particularly was 3D reconstructions. So this was a very simple, almost like dollhouse kind of setup. You picked objects and you laid them out, and there was a kind of basic chronology. You could think of it like a comic book where you could add different scenes that each were the progression of the events. You could move around the angles, you could change things between scenes, and it would kind of not so much animate, but you could drag to see the differences. And so one of the sort of more AI-ish parts of this was the idea that the virtual agent needs to be understanding at any given point what the patient is trying to say. This is critical for a number of things. I need to be able to ask relevant questions because the point of a lot of reconstructions is accuracy. Making sure the recollection is as accurate as possible. Also keeping out eyes for things like warning signs about stress or suicide ideation. In particular, the temporal element of this was the one I worked with the most. So these changes between the little snapshots indicated a kind of progression throughout a story. Some of them you can imagine are extremely obvious. If there is a car that is on fire in the next scene, we can base some information off of that. We ended up opting for an ontological representation of narrative, specifically for the 2 cases. So understanding the types of conflict stories we would be hearing and understanding the types of assault stories we were hearing. Actually, the assault has more variance than the war trauma, which is often very tied to the location where there was conflict, which in the Netherlands was Yugoslavia. So there were some elements there, later ones with later wars, of course, as well. So these were some of the screenshots. I left the project before because the
trial was run. It's quite a lengthy thing doing a trial of medical software. It completed recently. It was found to be at least as effective as in-person therapy, but with a higher fall-off rate that maybe is related to the virtual ease of accessing and dropping it without there being as much of a commitment, but we didn't conclude anything on that, really. So continuing on with this sort of narrative understanding, I also did a bit of work with then Maluba, now Microsoft Research Montreal, on a small, a reinforcement learning system called TextWorld. Hefty fondue. Hefty fondue. And this was, as was mentioned by other people, in sort of the interest of reinforcement learning. And because this, that particular research group looked a lot at text and narrative, they were very interested in if reinforcement learning could work in text-based adventure games. For those who aren't familiar, it was a very old way of doing video games where everything was sort of a written description. So you get a description like you are in a room, you see a dusty bench with some hefty fondue on it, and all your commands were replied also in basic English. So you could be like, take fondue, examine immaculate broom, etc. And the idea was twofold. One was to train a reinforcement agent, but because text adventures are limited in the sense of for reinforcement learning, you need millions of examples of something for the AI to attempt over and over again. There was an element of actually generating text adventure games that could be played by this reinforcement agent, and that also used a lot of kind of natural language that was customizable. So this would be an example of a difficult task, because an AI would have to understand that hefty and fondue refer to the same object. Hefty, of course, being an element of fondue, while also being able to get a layout of the room, be able to navigate in the scenario, and probably figure out some of the puzzles. So in the, the actual real world of text adventure games, these would be pretty minor. It's a lot of find a key, unlock a door. Some of the modern text adventure games are very difficult because they involve knowing like pop culture, which a reinforcement agent can't do. They'll have random deaths where if you walk into a room, you might just be killed because the floor will fall out of you. Those old games were particularly unforgiving. This is still, to my understanding, an ongoing project. You can actually download the code if you ever want to play it. I included it here because it got a fair bit of publicity at the time of looking at it, and the conclusion, though, is that no, AIs really were not that good at navigating text adventure games. So there were really easy versions where rather than having any text, it would just be like, you see an A, there is a B on it. You can go C, D, E, F, so there was no words, it didn't have to worry about anything. Then it was more of learning the structure of the game world. And there is also an element of question-answer, which is another element of natural language processing that's of interest, which is I propose a question and you can answer something about a set of data. So it would kind of look at this and then we could ask it something like, where was the hefty fondue? Which is everyone's favorite apparently, and it would be able to respond, it was in the luxurious steam room, ideally. Again, question-answer being difficult and there being levels to it. You could say, was the hefty fondue not in the luxurious steam room? And the agent would have a really hard time with that because negation is extremely difficult for agents to understand in the way that natural language processing occurs. That's more technical, we won't go into that. But it did lead into something important, which was that a lot of the work I did was text generation, what could be thought of as natural language generation. Not really using modern AI, things like ChatGPT, because we needed it to be very controllable, very reliable. So it had to be systemic. So in the end, we did what was called a grammar. We mentioned Chomsky before. He famously coined some of the early ideas of grammar, which is that language can be constructed by a set of rules, and you can use those rules to assemble sentences. And those sentences can be understood in a way to properly understand its meaning and semantics. And Elaine is coming. Yeah.
just, Sorry. no problem. Oh dear. Bye, bye. Okay, bye. They're all done now. Yeah, that was fast. So, natural language generation is something that is also very interesting in games. It allows the ability to create and customize pieces of text for what a character might say, given maybe their emotions, the current situation. It could also be interesting for story generation. I know people who have worked on it. There's little story generation competitions, and some people make just a huge grammar that understands a type of story and can tell it very well. There's also some early ludology work, not ludology, the other one, narratology work that broke down things like fairy tales according to grammars. And so part of that, and also part of the other exciting world, which is funding. We had some funding at Concordia, where I was working with Jonathan at the time, and we wanted to do a very author-friendly text generation, being something I'm sure anyone who works in arts understands when working with AI, the gap of the tech and the intention of the artist and the tech, and whether it takes more of a I'll create this content or I'll create your content kind of role. This was more of, it's not really an AI, it's just a grammar, and we wanted a way to create a grammar. And so you can see we have some things here. This is, I believe, one of your examples, Jonathan, that has a way of saying something of someone landed in, I think, Roberval, and that he's all right. And so you can see, I think the only thing that's actually changing a lot here is the first word, which can be either dude, hey, or hi. It's being a very simple grammatical example of pick some kind of little interjection to say at the beginning of this, and you give it a list of potential ones. So it might be dude, hey, hi, hello, yo, what's up? And then it can just pick one. This kind of way of doing it can be very repetitive. People are very quick at picking up on pattern repetition. So if you got this message once, twice, maybe 3 times, you would probably even have an implicit idea of how it's structured underneath. And it can give some basic variance, though, and it can also adapt to the circumstances. So we also allowed variables. So in this case, something like Roberval is a location, and that's tied to the game world, not the language model. And the language model can pull that in and just say, okay, you landed in some location, and then we can adopt any location. So this was kind of used intermittently as being a little bridge between games and a basic, simple kind of form of natural language generation. Jonathan, you will probably be mentioning some of what it was used for. It was actually funded by this project, right here. Yep. Right here, right now, this money. Yeah. The most recent stuff I worked on, so I have an interest in sort of emergent narrative, this being what was mentioned before, this idea of simulating agents in a way that the agent's interactions and behaviors in an environment create something we might call a story. As a game example, you might think of something like The Sims, if you've played that, where it was described as a virtual dollhouse. Characters have things like energy, social needs, hunger, and they go about and do things and interact with each other and fall in love. And then people construct these little dramatic narratives that happen, partially that are created by the person playing the game, partially that are represented by the characters. And so I kind of did a dive into that and a mix of, as Jonathan mentioned, possible worlds logic as well as force dynamics, which is the idea that things in language can actually be represented as a series of forces. A simple thing would be imagining that a character is a protagonist in a story and a character is an antagonist are able to exert forces on each other that either help or hinder each other. And then typically a conflict is when these two forces collide and then something happens and the protagonist might overcome, which can be represented as a larger force. And so being more tech-focused, I thought this sounded like something you could do in a video game. So I built a physics system that actually operates at a semantic level where a story is represented as these physical forces underneath. And furthermore, I did these longer, more dramatic things. This is from a paper, so you can ignore the numbers. Looking at the idea that
these forces could represent conflict. We went off this sort of idea that conflict was a core thing to making interesting stories and games. And because we could measure the forces, we could also measure the conflict as the interaction of forces. So if we kind of tracked the conflict, could we create little things such as conflict arcs? If you've ever seen that from like your high school English, well, high school French class, sorry. There's a rising action, there's kind of a climax and a falling action, which can be viewed from this other perspective as a sort of resistance and complexity of forces between agents that grows and then falls as something is resolved. And so we did a bunch of tests. We looked at different parameters we could tweak, and we found that yes, you can simulate conflict rising and falling based on a few of the things you do, how much people sort of react to forces against them, and things like that. And so yeah, that's a kind of summary of what I did. There was also some work much earlier on I mentioned grammars for text, but I also looked at grammars for stories. I kind of hinted at that. That's very old research now, but you know, you can make anything into a grammar because it's just a set of rules. People use it to make locations like dungeons in video games, characters, enemies, text, stories. Machines was one I saw, like for real world arms. They would just try to give it a task and it would just generate all these like limbs to get it. Kind of, you know, sort of body horror creations, but they would be able to do what you wanted, so that's kind of cool. So yeah, looking at more big, broad things about what I can say about AI. I'm a pragmatic person, so for me it's a tool like everything, and you know, I can separate the, say, culture of AI from the applications of AI and the intention of it and whether or not it's supposed to be entirely on its own or something that pretty much takes a prompt is very different for me than something that's maybe there to understand a story, something that's there to create a specific piece of content. Or, you know, now there's a lot of work with prototyping using AI for things like concept art and all of that. So yeah, I come at it maybe at a slightly pragmatic level, so I'll just say that AI for me is always a broader thing than just what we hear about nowadays. It's any representation of intelligence. You know, it can even be non-human intelligence. That's another interesting thing. And yeah, treating it more as something that is just, you know, it's a big function at the end of the day. That's all it is. It learns something from data it's given. And then it just sits there and you can talk to it and do whatever and it'll just stick it through. That's about it. Yeah. All right, thank you, Quinn. Thank you. Bon, selon la tradition classique de la forme académique, le temps que tout le monde ait fait ses présentations, il n'y aura pas de conversation. Mais j'ai noté des très bonnes des points de sujet, fait que, en tout cas, après, on pourra se parler entre nous, j'imagine. Je vais vous parler quand même 5 minutes. Moi aussi, je vais fermer mes courriels juste pour être pas dérangé. Mais je vais aller vite. Donc, je vais partir si on veut, d'un mini-traumatisme, rien proche de ce que Quinn a évoqué tout à l'heure, mais moi, ma trajectoire de carrière comme designer de jeux s'est beaucoup intéressé, puis comme informaticien, ou en tout cas artiste de l'informatique, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la génération procédurale, ce qui est, Quinn a employé les termes rule-based, donc c'est-à-dire des algorithmes, donc penser quelque chose ou une œuvre d'art dynamique en fonction de paramètres. Puis pour moi, la scénarisation de ça, c'était la modélisation de quels sont les paramètres, les fonctions qui vont donner le genre de résultat que je veux. Puis ça, c'est maintenant ce qu'on est obligé d'appeler l'IA traditionnelle. Et puis mon petit traumatisme, c'était que j'ai travaillé très longtemps, jusqu'à tout récemment, sur un projet de jeu assez pharaonique, de simuler des centaines et des centaines de personnages sur des centaines d'années, puis de voir des dynamiques sociales là-dedans, des choses comme ça. Et je vais présenter ça dans un colloque. Puis il y a un jeune étudiant qui vient me voir et dit « Ah, c'est intéressant ». Puis là, il dit « C'est quoi le language model que tu utilises pour tout ça? » Je dis « Ah non, c'est vraiment juste une simulation. » Puis là, je vois dans ses yeux comme... Ben, c'est même pas une déception, c'est juste... Quoi?
Ça a l'air d'être beaucoup de travail. Tu aurais pu juste utiliser un LLM. Quelque chose comme ça. Dans sa tête, c'était ça. Tu sais, dire, mais ça aurait été vraiment simple de faire juste ça avec entraîner sur des données, puis ça. Là, je suis comme, un peu comme si je m'étais surinvesti dans le moteur à pression, tu sais, à vapeur. Puis là, tout le monde est comme, oui, mais tout le monde utilise le moteur à explosion. De quoi tu me parles? Puis là, ça m'a confronté parce que là, je me suis dit, OK, tu sais, j'ai évidemment une réaction par rapport à ça en me disant, mais c'est pas la même chose, c'est pas ce que j'essaie de faire. Mais ça m'a aussi forcé de poser la question, ça, c'est-tu juste une réaction ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à garder, si on veut, des modèles d'avant? Fait qu'en tout cas, c'est resté avec moi, puis j'ai fait du cheminement avec ça, puis je vais vous en parler très rapidement. Donc, juste pour vous dire, une des premières choses, donc j'ai ce projet-là qui est en cours, puis qui a de l'intérêt, mais donc il simule des tonnes de vies et qui les expose via un Wikipédia autogénéré. Donc pour n'importe qui, on peut savoir toutes les choses qu'ils ont faites dans leur vie, ils sont nés de qui, puis ici on peut même remonter jusqu'à leurs grands-parents, puis à quel moment ils se sont rencontrés, puis lequel est mort en premier, puis de quoi, puis tout ça. Pour le fantasme d'amateur d'informatique et de simulation, pour moi, c'est quelque chose de très satisfaisant. C'est comme avoir une maison de poupée ou comme ceux qui ont un train électrique dans leur sous-sol, puis qui est rendu à 70 ans, c'est la ville de Hambourg complète ou quelque chose comme ça. Ça intéresse comme pas grand monde d'autres, mais il y a quelque chose de très satisfaisant là-dedans. Mais il y a un des problèmes, comme designer de jeux puis d'interaction, il y a un des problèmes, c'est que c'est beaucoup trop d'informations. Et j'ai beaucoup aimé, Stéphanie, ta comparaison on essaie de donner une information de niveau 4K sur un Tamagotchi, c'était à peu près ça, le temps d'attention pour ce genre de choses-là est limité. Même pour moi, c'est beaucoup trop d'informations. Donc, c'est une des questions comme game designer, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on valorise cette information-là? C'est-tu intéressant? Puis là, bon, ben, les modèles de langage sont arrivés. Ah, puis juste en passant, comme je disais, il y a 10 ans, je travaillais avec des chatbots, mais d'une autre génération, puis tous les problèmes de design, pour moi, sont très intéressants, mais j'ai comme mis ça de côté, puis là, c'est comme revenu. C'est revenu à la mode. Puis là, je me dis, OK, c'est quoi la distinction entre ce qu'on peut faire avec les modèles de langage, les Large Language Models, puis une simulation un peu plus, disons, traditionnelle ou qui sont fondées sur des procédures. Parce que moi, ce que j'aimais, la raison pour laquelle, tu sais, ça a été là, c'est là depuis longtemps, l'apprentissage machine. Puis même quand je faisais mes premiers chatbots, il y a plus de 10 ans, on me disait, mais pourquoi tu fais pas de l'apprentissage machine? Je disais, mais c'est parce que je veux que ce soit une expérience scénarisée. Je veux garder, savoir un peu qu'est-ce qui va se passer, puis garder le contrôle sur le développement de qu'est-ce qui va se passer, un peu comme les flowcharts que tu as fait. Puis donc, c'était l'un ou l'autre. Puis maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être l'un et l'autre. Parce qu'un des problèmes des modèles de langage, c'est qu'en tant que tel, de façon vanille, si on veut, ils n'ont pas d'état. C'est un peu comme un bagage de langage permanent. Puis la seule façon d'avoir une conversation qui se suit, c'est de réinvestir dans la requête les échanges précédents, tout ça. Puis donc, il n'y a pas de monde qui existe derrière le langage. C'est comme un monde qui est uniquement au niveau du langage. Puis c'est comme s'il n'y avait pas d'existence derrière. Or, les simulations, puis l'intelligence, plutôt la procédurale, créent des mondes. C'est des mondes mécaniques, un peu peut-être simplistes dans une certaine mesure, mais si je les fais rouler pendant 100 ans, il n'y a pas comme quelqu'un qui était vivant qui tout à coup est mort ou ressuscite parce que là, la mémoire est devenue un peu floue, puis, alors que c'est typiquement le genre de choses qu'on voit avec les nouveaux modèles. Puis donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, il y a comme une distinction narratologique parfaite ici entre les simulations, c'est le monde des faits, puis parce que ça, c'est bon à garder trace de ça, et les modèles de langage, c'est le monde du discours et de la narration, puis on peut se servir des données générées par la simulation comme base pour raconter quelque chose. Donc là, dans ce projet-là, quelque chose qu'on a fait récemment, c'est dans toutes ces données-là, est-ce qu'on peut trouver des choses qui sont intéressantes? Peut-on? Puis une des heuristiques qu'on essaye, c'est des chaînes d'événements qui sont rares. Et donc, avec la présomption que ça doit être peut-être intéressant. Comme par ici, il y a quelqu'un qui a eu un bébé. Ça a amené à rencontrer quelqu'un, à avoir une interaction sociale, à partager de l'information, qui a mené à de la violence, un duel, une vendetta, qui a mené à un autre duel, quelqu'un s'est fait mal, est mort, et donc quelqu'un a été adopté puis a voyagé. Fait que ça, c'est arrivé une seule fois sur 500 ans d'histoire. Et donc, c'est peut-être une histoire intéressante, mais vu de même, c'est un petit peu sec, peut-être.
Fait que là, ce qu'on essaie, c'est, OK, toutes les traces d'informations de cette information-là, on va l'envoyer puis on va dire à GPT, raconte-moi-la, mais cette fois-ci en mots, tu sais, que je pourrais comprendre. Puis, ça marche plutôt bien, tu sais. In the bustling yet secretive town of Calamar, the year 23 unfolded like a scene straight from a melodramatic play. Pauline Parsegon, married to the tempestuous Barthélemy Dégage-Long. Welcome the baby girl. Puis c'est en lisant ça que je me suis rendu compte par ailleurs que ici, quand on dit que l'interaction sociale et l'information qui a été partagée, c'est le bébé. Le bébé, quand il est né, il a rencontré, je pense, sa mère. Puis là, il lui a dit, ou l'inverse, que l'un des deux avait une aventure extra-conjugale avec une autre personne. Et donc, c'est le bébé qui a raconté ça. Donc, Claire, new to the world but quick to the family drama, stumbled upon this secret and unable to contain the gossip, shared it with her father. OK, fait que c'est le père qui a su et ce qui a mené à toute une cascade de violence. Là, ici, on voit exactement le genre de choses que j'adore, c'est-à-dire la bizarrerie. Tu sais, parce que, pour moi, les humains écrivent très bien des histoires. Pas besoin d'en inventer d'autres, il y en a déjà assez. Il y a beaucoup plus d'histoires que ce que je serais jamais capable de lire. Mais là, ici, on a une histoire auquel peu de monde aurait pensé. Parce qu'il faut une simulation qui est à moitié fonctionnelle pour ne pas se poser la question, est-ce qu'un bébé, au moment de sa naissance, peut vraiment partager des infos croustillantes à propos d'une autre personne? Dans la simulation, ça a de l'allure, mais là, tout à coup, ça n'a plus d'allure. Mais au moment de le raconter, ça devient carrément drôle. Puis là, je me suis dit, OK, ça m'intéresse. Une autre chose qui me faisait rire quand GPT raconte les histoires, c'est que, étant donné qu'il y a des bizarreries liées à la simulation, il s'ancre beaucoup là-dessus dans sa narration, puis ça devient hilarant. Comme par exemple, un tel organisait une fête, et à cause que le système mesure la nourriture en unités de nourriture, ça dit juste, chaque convive a eu 0.7 food. Puis là, j'envoie ça à ChatGPT. Puis là, complètement obsédé là-dessus, il dit « Ah, dans ce party, l'hôte était vraiment très pointilleux et a été très précis dans les portions. On peut peut-être même se demander qu'est-ce que 0.7 nourriture représente, peut-être une carotte ou genre 1/7 d'une carotte. » Là, ça, c'est vraiment, vraiment crampant. Puis ça rendait beaucoup plus intéressant certaines des histoires les plus banales qui sortaient de là. Puis je me suis dit, ça fait longtemps que je me bats contre les vertus génératives puis bizarres de ces systèmes-là. Pourquoi ça serait pas au centre, en fait, de l'activité? Fait que là, je vous promets d'aller rapidement. Ça, c'est le jeu sur lequel je travaille en ce moment. Puis c'est le premier jeu que j'appelle Gen AI Native que je fais, c'est-à-dire développer d'emblée avec l'idée que ces outils-là existent. Donc, tout est fait. Non, pas tout, parce que j'utilise Blabber, notre système, que j'adore. Par ailleurs, c'est un des outils qu'on a fait qui est le plus beau. Donc ici, c'est un petit peu plus modeste. C'est un jeu où est-ce qu'on simule pas 1000 personnes, mais une seule personne, soi-même. Et le jeu commence avant notre naissance, et chaque événement de la vie est représenté par une carte, comme si on jouait avec des cartes. Puis on doit jouer la main qu'on a. Fait qu'avant notre naissance, notre main, c'est une gang de papa puis de maman potentiels. Puis on peut se faire notre propre mix familial qu'on veut. Puis après, ça permet soit une conception à l'ancienne, ou in vitro, ou une adoption. Puis ensuite, ça permet d'autres affaires. Bon, une chose que je dois dire, j'ai résisté longtemps à l'idée de la créativité numérique de ces modèles-là, parce que ce que je voyais beaucoup dans les systèmes procéduraux, c'était beaucoup du cliché, puis un peu remâcher la moyenne de qu'est-ce que tu vois. Mais je dois avouer que, comme outil procédural, ces modèles-là sont tellement profonds qu'on peut des fois être très surpris, puis je dois dire que j'ai un plaisir fou. Donc, par exemple, ici, c'est la carte « Un accident ». Ça se passe à la date, mettons, des années 70-80. Fait que là, je dis, OK, c'est une mère qui échappe son bébé dans les années 80, puis ça va représenter un accident. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve l'image juste crampante. Le bébé, on dirait vraiment qu'il voit ce qui s'en vient. Ah ouais, j'adore ça, les décors. Ah, ça ici, c'est ma carte routine du dodo. Donc, pour ceux qui ont eu des enfants, en tout cas, les miens dorment très mal. Puis donc, la routine du dodo a eu tendance à augmenter de plus en plus. Fait que je me suis dit, je vais faire une carte qui rigole de cette idée d'une routine de dodo qui est toujours bien trop élaborée.
Puis là, j'ai dit, tu sais, le père joue de la cornemuse, il y a quelqu'un qui lit un livre. Puis là, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est la face de la mère qui est tellement investie dans ce processus-là, puis qui se dit peut-être que ça va marcher, puis que le bébé va éventuellement dormir. Ici, ça c'est... pauvre petit bébé. Ça, c'est la carte d'avoir des parents critiques. Donc, le pauvre petit bonhomme, il est en train de faire un jeu éducatif, il y a son père qui est derrière, puis comme « Ah, vas-y, t'es tellement une déception à l'âge de 3 ans! » Puis sa mère, il dit « Non, qu'est-ce qu'on a fait? » C'est juste génial. Puis il y a toujours des bizarreries. Regardez ici, dans le décor est ultra bizarre. Puis comme je demande des trucs des années 80, il y a beaucoup, on voit aussi, je pense que c'est Sandra qui disait que ça représente aussi nos fétiches culturels. Puis quand je demande que ce soit dans les années 80, là on n'en a pas vu, mais typiquement il y a des cassettes partout. Parce que c'est comme un fétiche des années 80. Des fois, carrément, il y a des cadres, il y a des grosses cassettes encadrées sur le mur derrière. C'est génial, j'en veux chez moi. Ça, c'est un autre que j'adore. Ça, c'est ma carte. Tu t'es fait acheter un petit pot parce que là, parce que ton objectif en tant que bambin, c'est d'apprendre à être propre. Puis là, un des cartes, c'est tes parents t'achètent un petit pot, mais c'est juste une mini toilette. C'est con, mais c'est crampant. Puis j'attire votre attention vers ce qui se passe dans la vraie toilette derrière. Fait que ça vient pas de moi. Ça, c'est une contribution de mon partenaire ici où il y a un genre de caca qui est un jeu aussi de forme qui sort de la toilette, qui jaillit de là. Ça, c'est un peu un bonheur. Encore une fois, qui aurait pensé à ça? Ça ici, le pauvre petit garçon, il a eu un accident, donc c'est une carte où est-ce qu'il apprend à être propre, il y a eu un accident, mais j'ai poussé la note beaucoup, comme son pantalon est vraiment mouillé. Il est dans une flaque. Pauvre petit. Oh là là. Puis après, ça c'est, la dernière chose, c'est que ça nous permet aussi, ça c'est celles que je travaille en amont, mais je m'en sers aussi en direct, c'est-à-dire que ton personnage, selon les cartes que tu as jouées, il se souvient de les choses que tu as faites, puis là je peux générer une photo en direct de ton bonhomme, où est-ce qu'il est en ce moment, puis ça me donne des images, d'abord c'est terrifiant, mais c'est aussi c'est extrêmement attrayant. Fait que là, ici, notre petit bonhomme, tu sais, il vient d'avoir monsieur... Il y a un ami imaginaire, Madame Bulle, le dragon pelucheux. That's from Blabber, by the way. Puis là, il est comme là, quelque part. Aussi, je pense qu'il est fatigué, là, il est insomniaque, fait que ça se voit dans sa face. Il y a une télé, puis ses parents sont des intellectuels, fait qu'il y a des diagrammes sur la télé. Tout ça est écœurant. Des fois, lui, il a une moustache. Je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, ça me fait plaisir. Elle, en fait. Et il y a des cauchemars totaux. Il sort d'un pot parce que le personnage a eu un petit pot bleu, puis pour une raison X, je sais pas, il sort de là. C'est terrifiant. Donc, pour le texte aussi, une des choses que j'adore avec ChatGPT, c'est parmi les premières choses qui m'ont parlé, c'est l'idée que tu peux générer des poèmes. C'est tellement facile. Puis, un autre feedback que j'utilise, c'est à la fin de chaque âge de la vie, j'envoie tout ce que la personne a fait, puis je dis « OK, compose-moi 2 quatrains qui résument ça. » Et son poche, tu sais, c'est vraiment comme écrit de façon amateur, mais ça aussi, c'est un peu plaisant, parce que le genre de truc que tu aurais écrit rapidement, là. Bon, ben curieux, j'apprends avec intensité, mais les médias me submergent de perplexité. Un peu de mal à m'habiller. La nuit, je suis agité. Malgré tout, j'ai mes nuits. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis un bon dormeur apprêté. C'est quoi être un dormeur apprêté? Je sais pas, mais ça me fait plaisir quand je vois ça. Donc, OK, il me reste vraiment juste 1 minute. D'abord, est-ce que c'est généralisable? Parce que là, ça marche parce que j'exploite la bizarrerie. Est-ce que ça marche pour quelqu'un, un 3A? Je sais pas. C'est un plaisir coupable, en quelque sorte, parce que là, tu sais, j'engage plus personne, je fais tout ça. Tu sais, il faut dire que j'ai de l'expérience, mais même pour la programmation, je résout mes bugs de programmation avec ces outils-là. Il y a des biais, évidemment, beaucoup de monde en parle, on l'a pas beaucoup appuyé, mais si je demande juste un bébé, il est toujours blanc et blond, puis si tout à coup je dis un bébé pauvre, ça change tout à coup. Fait que ça, si en plus on est dans le non supervisé, où quelqu'un est chez eux, puis ça se fait, puis moi je suis pas là pour vérifier, je me mets dans le trou possiblement. La faiblesse du français, puis des référents locaux, forcément, c'est des modèles généralistes. On parle de t'entraîner avec des données locales, mais le poème en français est toujours plus poche que le poème en anglais, ça c'est sûr.
Je déteste être dépendant d'une compagnie privée que je sais pas c'est où. Je sais pas d'où viennent les données. Est-ce que c'est un approvisionnement éthique? Est-ce qu'il y a un retour sur les gens dont on utilise les données? La trace énergétique. Puis aussi, finalement, j'ai eu un malaise parce que ces images-là sont touchantes. En tout cas, moi, elles me touchent des fois. Comme ce bonhomme-là, il est quétaine, là, mais il est drôle. Mais en même temps, la scène est pleine de tendresse, puis est émouvante. Puis, j'ai quelque chose, le fait que ce soit une machine qui l'ait produite à partir d'une statistique de qu'est-ce que les humains prennent en photo, puis blablabla, puis que ça vient me chercher, sincèrement, ça me gêne. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un travestissement, puis d'être manipulé par des modèles. En tout cas, je le balance comme ça, mais ça, c'est mes questions. Fait que, on n'a plus le temps, si je comprends bien, mais j'ai plein de super bonnes questions virtuelles à vous poser. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Je trouve que le panel était vraiment super bon.